on a les capacités. On est la population la plus jeune au monde, la plus dynamique au monde. Toutes les GAFA, toutes les grosses boîtes, il n'y a que des frères, subhanallah, que des musulmans. Et je reçois chaque fois des emails. J'ai envie de dégager de ce groupe, j'ai envie de faire ça. Des gars de Microsoft, Google, you name it. Et moi, alhamdoulilah, comme je suis un peu partout connecté, de la Silicon Valley jusqu'à New York, je suis un peu partout. Et je vois tout le changement. Maintenant, il faut vraiment canaliser cette matière grise et développer. Tout est à refaire. Tu as encore 1 an avant de te faire casser la figure par les central banks et en fin de compte, de commencer à avoir de la monnaie programmable avec, comment elle s'appelle, la garde, programmable et périssable. Je vous donne des exemples. Si tu vas manger un peu trop de viande rouge, à un moment donné, tu vas à Carrefour ou quoi, tu achètes un steak, tic, ta carte elle passe plus. Tu as dépassé le quota. Ben, pour les gros mangeurs de viande comme vous, ben, ça va commencer à vous faire mal. Donc il y a une alternative, c'est le decentralized system. Et ça, ils ne peuvent pas l'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est basé sur leur monnaie programmable. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mourad, Oussama. je suis ravi de te recevoir dans ce podcast. Je réalise en règle générale très souvent des podcasts plutôt en live à Bruxelles, mais j'en fais aussi à l'étranger avec des entrepreneurs comme toi ou des personnes qui sont situées en dehors des frontières nationales, des frontières belges ou alors en dehors de l'Europe. Quand il y a vraiment un intérêt à mettre en avant des profils qui sont pertinents et le tien en fait partie bien évidemment compte tenu de ce que tu fais. On va en parler longuement. Donc ce que je vais faire, c'est dans un premier temps te laisser, la parole. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, qui tu es? Tu as évolué en France, aux États-Unis, en Arabie Saoudite, ce que tu fais aujourd'hui qui te tient très à cœur et après à la suite, dans un troisième temps, on va explorer des choses, un peu plus diverses, de manière un peu plus informelle, si tu es d'accord. Donc Mourad, je te laisse te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Merci Barakallah. Fait que, ben déjà, Oussama, c'est un plaisir d'être dans ton podcast. Je te suis beaucoup. Donc déjà, c'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui. Et merci pour l'opportunité. Donc voilà, je me présente, Morad. Donc je suis français-algérien. J'ai grandi ben, en France, dans le nord de la France. Et très jeune, je veux dire, je suis parti très jeune de la France pour voir d'autres horizons, un petit peu. Alhamdoulilah, c'était tous les ans, je me faisais un petit pays et j'essayais de voir un petit peu ce qui se passait ailleurs. C'est vraiment l'intérêt de voir vraiment d'autres pays, d'autres horizons et tout ça. Et comme j'aime bien toujours le dire, j'étais un peu le produit d'un d'un système d'éducation un peu cassé, où on aime bien formater un peu le genre de personne. En fait, on est, comme je le dis tout le temps, on est toujours, jusqu'à présent, le système éducatif, c'est un système qui est très, qui aime bien mettre les gens dans des boîtes et moi j'arrivais pas à rentrer dans ces boîtes. Donc je vais vous passer toutes les difficultés que j'ai pu avoir. J'ai pris presque 30 ans pour terminer un diplôme, pour vous dire, mais c'était pas forcément un diplôme, qui était, en phase avec, ce qu'on propose en fait en Europe et tout ça. Donc c'est vrai que le système américain, il était un peu plus adapté, à ce que je cherchais et voilà Donc donc tu as pas terminé je suis tes études parti en très jeune. France et tu as terminé tes études aux États-Unis? En fait, ouais, c'est un peu ça. J'ai pas réussi à m'imposer, je veux dire, en France en termes d'éducation parce que c'est comme je vous dis, c'était un système assez, difficile, où les gens doivent rentrer dans des boîtes. Le système américain, il est pas différent, mais il est plus, laxiste et donc j'ai refait des études un peu en high school, je veux dire high school et après collège et Ouais. ensuite j'ai terminé, mon baccalauréat, je veux dire en 30 ans. En fait, on a le droit de prendre des modules as we go et comme j'étais entrepreneur, j'étais un drop out student comme on dit, un étudiant qui sortait du collège pour commencer une affaire. Mais Je ça arrive vois, souvent que les Américains, par exemple, ne terminent pas, Harvard, ne terminent pas certaines universités bien sûr. pour, poursuivre leur passion de l'entrepreneuriat et tout ça. Donc j'ai été un peu dans ce système-là, on va dire. Je Et du coup, tu as quitté, la France avec à quel niveau, à quel cursus scolaire exactement et à quel âge? J'ai raté le bac plusieurs fois, Ouais, et après j'ai dû reprendre le high school diploma, aux États-Unis pour pouvoir justement rentrer dans un collège. ça marche. Et les États-Unis, tu es pas mal tombé, hein. C'est bien connu comme étant
propice à l'entrepreneuriat. Donc, c'est qui tout double. Tu as beaucoup plus d'expérience que moi vu que tu as vécu là-bas, mais comparé à la France, pays que je connais bien, je suis français, en matière d'entrepreneuriat, je pense qu'aux États-Unis, on est quand même, on a plus déjà cet état d'esprit et ce momentum et cette atmosphère où on est favorable à la création et au risque. Alors qu'en France, c'est vraiment compliqué pour avoir essayé de monter quelque chose en France. Je sais pas si tu me rejoins, Mourad? Oui, bien sûr. En fait, on est dans un écosystème. Je vais pas dire que c'était, ce que je recherchais absolument, parce que quand on grandit un petit peu, dans, on va dire, le système français, t'aide à détester, le modèle américain. On va dire, ils sont là à se motiver entre eux et dire, «Le modèle français, il est meilleur que le modèle américain. On a une révolution, ils ont une révolution». Donc tu as toujours cet antagonisme français, qui critique beaucoup les Américains. C'est des individualistes, c'est des extraterrestres, ils comprennent pas, ils ont tous les problèmes du monde. Mais en fin de compte, quand tu arrives là-bas, tu vois que tu as affaire à des gens du peuple, des gens qui ont des ambitions, voilà, qui veulent, réussir au moins matériellement dans leur vie et qui sont ouverts à toutes sortes de critiques et toutes sortes de remises en question. Donc l'américain, il va pas, surtout le lambda américain, il est très ouvert, contrairement au français qui est complètement bloqué. Ils ont pas aussi, on va dire, même s'ils ont des pas mal de tâches sur leur histoire, ils ont pas dominé le monde pendant des années comme les Anglais ou comme les Français. Donc ils ont un peu moins, cette arrogance du colon, on va dire, du colonisateur, tu vois? L'américain. Bon, à l'époque à laquelle j'étais, c'était un peu ça, à l'époque de Clinton. Donc Ouais, tu as déjà ça et en fin de compte, voilà, donc tu pars déjà avec un a priori des Américains basé sur tes valeurs françaises bidons, négatifs. Et le français, c'est toujours mieux que tout le monde, tu vois? Et donc tu pars comme ça, tu vois? Je partais comme ça un petit peu et en fin de compte, non, alhamdoulilah, tu vois que tu arrives chez des gens, très, très bienveillants qui t'accueillent avec leurs différences, leur culture, leur melting pot et voilà. Et après, c'est vrai que le système, voilà, c'est un système individualiste, on va pas se le cacher. bien C'est sûr. un système qui fait travailler les gens très tôt, jeunes. Je vais pas être d'accord sur tout ce qu'ils font, hein, mais voilà, c'est un système où, ils respectent la valeur, le travail, l'effort dans tous les domaines, dans le sport, dans l'éducation. Il faut toujours être le meilleur. Donc celui qui est dans le meilleur dans les choses que tu aimes faire. Pas comme, chez nous en France, où on t'oblige à faire un certain, collège, une certaine formation et khalas, tu dois rester là-bas et tu dois mourir dans ton CAP, ton BEP, dans ton bac professionnel ou quoi que ce soit. Alors que là, non, il y a l'effet de rattrapage à chaque fois. On te donne tout le temps une chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances. Tu peux te planter 10 000 fois, tu vas toujours avoir une porte qui va s'ouvrir et c'est ça qui est marrant, quoi. Et les jeunes, ils apprennent très tôt à être responsables. Tu peux pas dire, moi j'avais un coffee shop à l'époque au State, on embauchait des jeunes de 16 ans. Si tu lui montrais 2 fois comment faire le travail, le gars il quittait. Il te dit I'm not up to the challenge. Ou bien il te dit non, I know my business. Tu vois? Donc, et alors que en France, si tu dois mettre les diapers au gars, tu vois quoi, même à 50 ans. Tu vois, ça c'est la différence. Pour revenir sur ton parcours, pourquoi les États-Unis et pourquoi tu t'es dit: «Il faut que je quitte la France»? Quel a été l'élément déclencheur pour toi? Bah en fait, comme je dis souvent, quand tu viens de Roubaix, je sais pas si tu es déjà passé par l'île Roubaix-Tourcoing, c'est pas des villes qui sont très, attrayante, on va dire. Tu as envie de voyage, tu as envie de partir. Il pleut tout le temps, la Belgique, quoi. Il pleut tout le temps, il fait gris, c'est morose, il y a rien, en fait, tu vois? C'est et après bon, je viens des quartiers assez chauds. Il fait gris en ce moment même en Belgique, figure-toi, hein. Voilà, donc c'est ça, bon, celui qui aime bien, ce genre de climat, bah, tu es servi, quoi. Et en fin de compte, voilà, c'était un peu, je voyageais un petit peu partout chaque année. Après bon, je me suis finalement posé aux States et normalement, je devais rester 1 an ou 2 ans, terminer un petit, degree, tu vois? Et revenir bosser en France, voilà, tourner, où tu es né, quoi, on va dire, tu vois? Et ça s'est pas fait, je suis resté 10 ans, quoi. Et qu'est-ce que tu as fait là-bas exactement? Pourquoi es-tu resté aussi longtemps? Et Bah, en fait, mmh, expérience as-tu vécu de manière générale, en fait, avec le recul, quoi? ouais, donc comme je le dis souvent, je suis passé un peu partout. J'ai essayé de toujours parce que je devais
normalement, les États-Unis, tu vois, tu dois payer ton loyer, tu dois payer, c'est des choses, tu dois apprendre à cuisiner, tu dois tout faire toi-même, tu vois, tu es tout seul. T'as plus maman, t'as plus la famille, t'as plus rien. Et en fin de compte, voilà, t'es obligé de crapahuter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je devais payer mes études qui coûtaient une fortune en plus de ça parce que j'étais un étudiant international. Donc, j'ai dû prendre des boulots comme des, voilà, boulots de serveur, des boulots de manager de restaurant, les boulots en fait, qu'ils étaient faciles à prendre, qui pouvait te générer un peu de cash très rapidement. 1 ou 2 heures par jour, c'était suffisant pour pouvoir, couvrir tes frais. Et bon, c'était, en tant qu'étudiant, on pouvait international, on pouvait pas on pouvait pas bosser. On avait un F1 visa, c'était un visa d'étudiant. Donc en fait, voilà. Donc très vite, je me suis adapté au modèle américain, rencontrer beaucoup de gens, avoir un network, créer vraiment, des gens, tu vois? Je bossais avec pas mal de grands chefs, de grands restaurateurs et tout ça. Et j'apprenais beaucoup de choses, même si c'est un métier, on va dire, pas glamour, mais c'était entre mes études de Business and International Relations. Et ça me permettait de rencontrer des gens intéressants. Et donc, j'ai très vite compris qu'il fallait bosser très dur, gagner sa vie. Et éventuellement, j'ai débarqué à Los Angeles après San Diego et j'avais beaucoup d'expérience en fait dans le food and beverage, dans la cuisine en général. Et la restauration en fait à l'époque, la restauration française et italienne, c'était à la mode. Et donc en fin de compte, je suis tombé avec Qadarallah, chance en fait de trouver un restaurant, une cuisine et un restaurant en plein centre de Los Angeles qui était available. Et donc, ma femme étudiait pas loin de cette université qui s'appelle USC, University of Southern California. Et elle m'a dit, tiens, il y a un petit restaurant, ça te dirait de le prendre, tu vois. Donc, j'ai pris le challenge de prendre ce restaurant et j'en ai tourné à une machine de guerre de catering en plein centre de LA, quoi. Donc, voilà. Sachant que la restauration, c'est connu comme étant très, très, très compliqué, hein. C'est pas un business simple. Les marges sont pas Très très dur. hautes. Je sais pas comment c'était à l'époque, mais la restauration aujourd'hui, très risqué comme entrepreneuriat. Non, ouais, exactement. En fait, c'est pour la petite histoire. Moi, je suis parti de LA il y a 20 ans, 25 ans à peu près. Et, je suis retourné il y a 2 ans, ouais, 1 an, ouais, 1 an et demi. Et en fait, tous les restaurateurs qui avaient commencé avec moi, ils étaient encore là-bas. Que je les ai vus avec, des barbes grises, des cheveux gris et ils m'ont reconnu et tout ça. Et ce qu'il y avait de marrant, moi, en fait, je suis passé par la petite porte, Amine, la grande porte ou petite porte. Moi, au lieu de rester dans mon restaurant, qui était pas loin d'une université, j'ai réussi à sortir des 4 murs et être le plus grand caterer. Je faisais du catering, donc je faisais de la livraison de plats dans les universités pour les étudiants en fait, les sororities, fraternités et tout ça. Donc j'ai tout de suite optimisé ma cuisine. Donc on était tout le temps occupés. Donc on avait OK. les clients sur place et j'avais attaqué toutes les sororités. Donc j'étais le seul à proposer des plats pour ces jeunes. OK, après très rapidement, on a été connus. Ça nous a permis de faire les repas, secondaires pour Academy Award. Tu as vu, il y a pas loin de où on était, il y avait le shrine qu'ils appellent ça. C'est un genre, on dirait une mosquée en fait. La première fois Mmh. que je suis arrivé à LA, je dis: «Ah, il y a une grande mosquée». C'est pas une mosquée, c'est un temple. Et c'est là qu'il y avait les Academy Awards. J'étais juste à côté, donc on a eu l'occasion de les faire. Heu et ensuite, j'étais pas loin du Staples Center et tout ça, donc j'avais pas mal de trafic de ce côté-là et j'avais l'université de Southern California. Et ce qui s'est passé, à 2 blocs au-dessus de mon restaurant, j'ai trouvé un coffee shop. Un super endroit, un endroit assez stratégique, mais très dangereux parce qu'il est dans une zone, dans la zone en fin de compte. LA, c'est quadrillé en zones. Donc tu avais l'université et tu avais les autoroutes qui définissaient les endroits à pas y aller. Mmh. Et donc nous, on a pris le challenge d'aller dans la zone, en fait, vraiment dans la zone. Et on était juste à côté de l'université, mais coupé par une coupé par une autoroute, en fait. Et subhanallah, on a pris le défi de lancer là-bas et de dire: «On va bouger l'autoroute». Au lieu que c'est nous qui allons, on voulait ramener les gens, on s'est dit: «On va bouger l'autoroute» et les gens, ils vont passer le cap de cette autoroute et ils vont venir chez nous. Et on voulait attirer, la upper middle class des étudiants de USC, OK?
Donc pour la petite histoire, c'était un super endroit avec des beaux murs, briquettes et tout ça. Ça me rappelait un peu Roubaix, tu vois? Et tu sais, des grands murs, à New York style. Donc on a laissé un peu le style victorien. On a tout cassé à l'intérieur, on a laissé le bois, on a laissé que le bois et le mur et à l'intérieur, on a tout rénové, mais avec, des en fait, les ordures des gens, en fait, on n'avait pas d'argent, en fait, pour terminer la fourniture. Donc on a fait le tour des banlieues de LA pour remplir notre coffee shop de fournitures, de sofas, de chaises et tout ça. Mmh. Donc en fait, quand tu rentrais, c'était un zoo. Il y avait tout style. Et en Ouais. fait, quand ça fait l'image de marque du coffee shop, c'était unique. Donc les gens ils disaient: «Oh, ça me fait penser à mon living room», tu vois? Bah ouais, on l'a trouvé dans la rue, c'était ton sofa que tu as jeté. En fait, on a récupéré en fait, j'allais presque être banqueroute, la veille de l'ouverture, on n'avait plus d'argent Ouais. et si on l'ouvrait pas, et ben, khalas, on fermait la porte avant d'avoir à ouvrir. Et donc c'est vrai qu'on a fait pendant 2 nuits, on tournait dans LA, on a tout récupéré et on mettait un petit coup de peinture des fois, un petit coup de nettoyage vite fait et subhanallah, ma femme quand elle est arrivée le matin, elle y a pas cru parce qu'elle s'est dit: «C'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé en une nuit?» J'avais peur parce que demain, eh ben, c'était le dernier jour avant d'ouvrir, sinon on fermait la porte et donc voilà, on était ouvert. Et c'est vrai que le style était marrant parce que les gens, ils rentraient, ils savaient pas que c'était des de la récup et carrément, il y a des gens qui voulaient racheter les meubles. Ils disaient: «Ah, j'aime bien ce truc, c'est à vendre ou quoi?» tu vois? J'ai dit: «Non, c'est le style» Ouais. et donc on avait fait ce style bidon. Malgré toi, tu as créé un branding, en fait, inédit, quoi. Ouais, ouais, c'était une dinguerie. En fin de compte, malgré moi et bon, j'avais un Une petit peu identité le visuelle, style pardon. la brocante, tu vois? Tu vois, quand tu vas dans les brocantes à Paris et tout ça, il y a, tu sais, il y a des cafés, tu vois? Tu dis: «Ah, c'est cool» et ben, on avait créé déjà cette trend. On était à l'avance sur notre temps malgré moi, tu vois? C'était c'était pas de ma faute et voilà et donc en fin de compte, c'est comme ça qu'on a commencé. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas d'étudiants, il y avait personne qui venait encore. Donc ce que j'ai dû faire quoi, en fin de compte, j'avais créé des petites cartes là, des petites business cartes avec, Mmh. un café gratuit et j'étais chez mon compétiteur, à 8 heures du soir, il fermait à 9 heures, qui était à peu près juste après l'autoroute. Et donc j'avais mis, coffee gratuit, internet illimité gratuit. À l'époque, c'était les débuts du Wi-Fi. Il y avait pas d'internet, donc même les coffee shops, ils avaient pas d'internet. Nous, on était les 1ers à avoir internet dans les coffee shops et je leur ai dit: «Venez, vous avez un café gratuit si vous venez» et on est ouvert jusqu'à 4 heures du matin. Et donc en fait, j'ai piqué tous les clients du gars, et je les ramenais, tu vois? Et voilà, je dis: «Voilà, tu veux boire un café?» Il y avait tout et je savais qu'ils allaient pas consommer le café noir là, tu sais, le Joe à 3 €. Il y avait des cafés à 5-10 € et 10 $ et donc ils jetaient le coupon, ils achetaient un vrai café. OK. Ah, c'est intéressant. Donc en fait, Ouais. on observe ici que, si je prends un peu de recul sur l'échange, qu'on peut tout à fait ne pas se reconnaître dans un certain système ou dans le contexte éducationnel français et entreprendre aux États-Unis et lancer son propre business. C'est-à-dire que tout est possible pour celles et ceux qui vraiment qui nous regardent et qui se posent ces questions et qui, se reconnaissent pas véritablement ou sont un peu perdus aujourd'hui. Garder espoir, là, c'est un exemple parfait avec, Morad et ce qu'il a entrepris. Il avait à peine même Non, pas en le fait, une grosse baccalauréat valeur et il a pu ajoutée. trouver ses marques aux États-Unis, quoi. Je t'en prie Mourad, je t'en prie. En fait, ouais, si je peux m'exprimer, ben, les valeurs qu'on a nous en France, bon, en France, on est des Arabes, des Maghrébins. Quand tu es à l'étranger, un Français te rend compte, tu es un Français. Soudainement, tu es français. C'est marrant. Donc ils viennent: «Ah, français». Ils entendent parler français, donc déjà tu as cette nationalité, d'accord? Bon, moi, je m'en fous un petit peu, je suis, Tahia Djezaïr أول شيء, tu vois? Je suis algérien, après je suis français, ça me dérange pas. Ou bien, tu peux dire les 2. Mais, mon origine, je la vendrai pour rien au monde. Je suis bien complet avec les 2. Tu vois? Faut pas m'enlever un bout, à droite ni à gauche. Cette diversité et ce talent, on va dire, de notre diversité, c'est une grosse valeur à l'étranger, d'accord?
C'est peut-être un handicap, on va dire, pour les gens qui sont en France, mais pas à l'étranger. Donc, on est vraiment bien respecté, bien vu. Bon, même les Américains, ils savent que tu es algérien français. Ils connaissent la guerre d'indépendance de l'Algérie. Ils connaissent tout ça. Donc, ils ont un respect total du peuple algérien, tu vois, quoi, dans un premier temps. Et après, ils savent que tu es, voilà, si tu leur dis né en France, même ça, ils le comprennent. Et ils savent. Mais ils te regardent dans dans ta diversité, parce que c'est déjà un peuple divers. Donc, t'es pas, et tu fit in directement. Donc, la tchouktchouka française, là, monolithique, d'être plus français ou plus blond, ou je sais pas, ce qu'ils cherchent, franchement, ça fonctionne pas et ça fonctionnera jamais, on s'en fout. Ils détruisent des cultures. Ils ont détruit les Polonais, ils ont détruit les Italiens avec leur double culture, ils ont détruit allez, même jusqu'aux Roumains, les Marocains, Sénégalais, Algériens. Si ça les branche de continuer comme ça, continuez. Donc, ok. Mais bon, Ouais. après, tu vois, le blanc, c'est sans décodeur, c'est une ethnie en voie de disparition, quoi. Ils diminuent. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Ils font moins de bébés. On leur a pas interdit de faire des bébés. Ils font plus d'enfants. Ils se marient plus et tout ça. Après, ils se plaignent que d'autres personnes, d'autres ethnies ont plus d'enfants ou quoi, ou ils se marient, ils découvrent le mariage, oui, entre un homme et une femme, oui, ça existe, tu vois. Donc, tout ça. Donc, en fait, compte, voilà. Donc, ils peuvent essayer de vendre leur modèle, mais bon, moi, je reste quand même dans un modèle plus puritain, où les Américains, ils sont un peu plus puritains que le français sur ça. Mais ta diversité, c'est 10x quand tu vas dans un autre pays. OK, quand tu es Ouais, et ton français état d'esprit, avec il une change aussi, diversité, hein, Mourad. J'ai voilà, vécu à l'étranger, je te rejoins tout à fait dans ce que tu dis. Ce que tu évoques ici, je l'ai vécu et je te rejoins à 100. Et je pense que quand on est jeune et qu'on n'a vraiment pas de contraintes familiales, autant considérer de faire ses marques à l'étranger, peut-être pas nécessairement 10 ans, tu vois, mais au moins quelques mois, parce que ton état d'esprit, ta exactement. confiance en soi, tout ceci, c'est positif, sur tous ces regards-là. Par contre, si on est juste dans le contexte franco-français où, il y a énormément de tensions sociales qui sont, alimentées, qui sont, en fait, créées de toutes pièces, au bout du compte, forcément, ça déteint sur le sentiment d'appartenance que l'on a à la nation et sur l'image que l'on a de la France et sur notre notre finalement, notre la valeur ajoutée que l'on peut apporter au pays. Alors, depuis le début, on est dans la critique de la France. Pas vraiment Je pense critique, qu'ici, pas le vraiment des but, réalités. oui, c'est des réalités et sur lesquelles on est d'accord, sur lesquelles il y a pas trop de quiproquos parce que j'ai invité d'autres personnes sur ce podcast, qui nous rejoignent sur ce qu'on dit et quand on regarde avec lucidité le contexte français, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont pas, bien évidemment. Très brièvement, avant de vous laisser poursuivre, donc si ce type de contenu vous plaît et que vous souhaitez nous supporter d'une quelconque manière, abonnez-vous à cette chaîne, laissez-nous un commentaire, ça suffira amplement. Et ça nous permettra de nous rendre beaucoup plus visibles, au plus grand monde et de faire en sorte que tous ces témoignages puissent toucher le maximum de personnes, Inch'Allah. Salam alaikum. Je dis, il y a des bons Français, les Français espagnols, ils sont là, ils ont une histoire, ils ont un vécu, tu vois. Et c'est malheureusement ceux-là qui sont en voie de disparition. Tu vois quoi? Les gens qui avaient une grosse fierté de leur pays, des gens qui étaient non alignés, comme on appelle ça, ils avaient un caractère, qui soit de gauche ou de droite. Tu avais ces Français bien placés. Mais ça a disparu depuis les 20 dernières années. Ils sont, comme je vous dis, ils ont disparu. Et après, voilà, le Français, il était jalousé pour son indépendance et pour voilà sa souveraineté. Et là, ben, maintenant, il est vu comme un guignol, carrément. Totalement, ouais. Il a plus rien. Il a perdu justement cette aura. Tu vois. Et c'est malheureux. Être jalousé pour ça, c'est pas un problème. Même moi, quand j'étais à l'étranger, on me disait le Frenchie, Jazairi Frenchie, c'était pas un problème. Au contraire, moi, je le prenais bien. Et il y avait justement cette façon de voir qu'il y avait quelque chose en moi, tu vois, un Ouais. modèle. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y avait un modèle. Mais depuis, comme on sait, voilà, ça s'est dégradé et ça va que dans le mauvais sens. Après, tu as ce mouvement-là. La France, tu l'aimes, tu la quittes. Moi, j'ai pas grandi dans cet esprit-là. De toute façon, je suis parti avant de pouvoir commencer à l'aimer, si on va dire. J'étais jeune, je suis parti. Donc, quitter avant. Mais c'était pas la raison pour laquelle. J'ai vu d'autres pays et je dis, tiens, l'herbe, elle a l'air d'être plus verte où je suis. Et c'est pour ça. Et on nous cache beaucoup quand on est en France.
on grandit avec des reportages, tu as peur d'aller en Asie du Sud-Est, mon frère. Tu vas attraper le choléra, tu vas attraper ça et tout ça. Quand tu vas en Malaisie, tu vois que c'est un tiger, le pays, et à chaque fois, tu grandis dans cet esprit. Tu vois que on est bien, mais non, et ça, c'est grave quand même. On te montre vraiment, on te fait croire que tu es dans le meilleur modèle, meilleur pays au monde, mais dès que tu vas dans mais on est dans le tiers-monde en fait quand on est en France par rapport à l'Asie du Sud-Est ou par rapport même aux States ou même l'Arabie Saoudite, tu vois? Sur certains volets, pas sur tous les volets, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de côtés en France, Voilà, moi, que j'apprécie, que je retrouve pas malheureusement, même dans certains pays musulmans, pour être franc. ouais, Je pense pas que le tableau soit tout noir, mais effectivement, critiquer une situation, c'est déjà la reconnaître et c'est déjà la considérer, parce que si vraiment moi, par exemple, je détestais la France, j'en parlerais pas et je passerais à autre chose et j'irais à l'étranger, où je passe ouais. où je retournerai même pas dans ce pays-là. Mais poser un diagnostic déjà lucide, c'est essayer de trouver des solutions à un problème, et malheureusement, ce dont on parle ici, Mourad, ça devrait être fait par les médias, par les responsables politiques, par des acteurs français, de manière assez sérieuse et transparente, et ça l'est pas Mmh. aujourd'hui, Ah ouais, et ça après touche bon, en voilà, conséquence. c'est Je t'en prie, dommage. Ils essayent de c'est ouais, ils dommage, ouais. essayent de vraiment stigmatiser les diversités au lieu de les embrasser. Bon, bah, c'est leur modèle. On va respecter leur modèle. Voilà, j'ai pas de problème avec avec ça. Moi, tout ce que je veux, c'est être libre d'aller dépenser où je veux, d'entreprendre où je veux, de venir quand je viens, et ça s'arrête là. Mais bon, comme on dit, on peut passer, des heures polémiquer sur ça. Je trouve qu'il y a un malaise qui se ressent. Milliers de jeunes maghrébins, marocains, algériens, tunisiens qui débarquent ici dans le Golfe. Heu, bah, il y a quand même un problème qui se pose là. S'ils ont pas besoin de les pays, ils essaient de grossir leur population, et là, tu vois, une population decrease, tu vois? Exactement, C'est et une catastrophe, et bon, quand et tu ajoutes à ça, c'est pas que le maghrébin ou que le musulman. non, Tu as des c'est de manière bons générale, hein. Français qui ont abandonné le bateau, mais bon, on va laisser Macron gérer tout ça, il a encore quelques années. Alors on va revenir sur le coffee shop. Comment ça s'est passé du coup, et qu'est-ce que ça a donné au bout de plusieurs années? En fait, il y a eu instant, success, on va dire. Le succès a cartonné, et j'ai eu une offre de rachat très rapide au bout d'un an. Donc c'est là, j'étais jeune, il y a un gars qui vient, qui me dit: «Je veux racheter», et donc pour une grosse somme, un demi million à l'époque, c'était presque un demi million de dollars. Je dis: «Qu'est-ce que je vais bien faire avec tout ça?» Je dis: «Bismillah, vas-y, et c'est bon». Donc j'ai pris femme et enfants, quelques semaines plus tard, et j'ai quitté les States parce que j'avais aussi ce mindset que les États-Unis, c'était pas pour moi non plus. Il y avait, voilà, il y a time and place. Si tu par exemple, j'avais fait des douras aussi. J'avais eu mon 1er fils, j'avais dit: «Faut vraiment pas que je veux pas que mon fils vive ici», en fait. Ouais, Malgré surtout qu'il y que avait Los tous les Angeles, moyens. Los Angeles ouais, ou même les États-Unis en général, très individualistes. Heu, Tu vois, si tu es pas attaché à ta religion, tu te perds très rapidement. C'est une c'est sûr. dévoreuse d'humains, en fait, c'est une broyeuse d'humains et d'âmes. Les États-Unis, c'est ça, ils te broient. Pas dans le melting pot et dans le milkshake, faut vraiment, c'est une broyeuse d'humains, tu vois? Après tu travailles, you work, 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 tu travailles jusque tu drop comme ils disent. Tu travailles, donc c'est une catastrophe. Donc c'est bien, il faut connaître son temps. Moi, alhamdoulilah, j'ai réussi à me timer, j'ai eu l'occasion, Rabbi m'a donné la baraka pour pouvoir partir, et donc je suis parti, et c'est vrai qu'entre nous, la diaspora, on se disait tout le temps: «Si tu passes les caps des 10 ans, ça y est, tu prends du popcorn et tu vas dans les baseball et les matchs de football américains, et voilà, tu es soit un démocrate, soit tu es un républicain, et c'est bon, et tu vis comme un Amerloc», et ça, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Alors qu'est-ce qui t'intéressait du coup? Plutôt vivre dans un contexte conforme à Ah ouais, ta spiritualité? ouais, l'islam. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que déjà, bon, ce qu'il y avait de bien aux États-Unis, tu as le freedom of religion, la vraie freedom of religion. Tu fais l'adhan où tu veux, tu pries où tu veux et tout ça. Donc moi, déjà, dans mon coffee shop, Allahu Akbar, on bougeait les clients, juifs, chrétiens, on leur disait: «On doit prier», et donc on avait un saf, 2 safs, tranquille. J'avais des mushaf dans la bibliothèque qu'on avait créée, des mushaf en anglais. J'avais, des prospectus, «Who is Jesus?», Isa ibn Maryam, pour le partager. Donc il y avait toute cette proud of being Muslim, cette fierté d'être musulman.
Alors moi, Ouais. quand tu es musulman là-bas, c'est plus français, tu as 1400 ans d'histoire. L'américain, c'est un bébé, il marche à 4 pattes, 200 ans d'histoire. Pour nous, tu vois, tu arrives avec cette valeur, tu vois, islamique. Donc, hamdulillah, tu vois. Et c'était une grosse, grosse puissance pour toi. Donc, tu vis ta religion, ton dîne, il n'y a personne qui te calcule. Et ça c'était intéressant. Mais c'est parce que tu es imprégné du melting pot et tu es obligé de prendre des autres et de donner. Mais quand tu as des enfants, c'est différent. Les enfants, en fait, ils vont s'imprégner du modèle américain complet. Après, ça devient des Américains musulmans, pas des musulmans American Muslims. Tu vois? C'est ça qui t'inquiétait aussi et qui a motivé ton départ? Ouais, c'était ça. Je voulais pas que mes enfants soient exposés un peu. Bah, tu sais, on est 20 ans en avance sur chaque décennie ou chaque Ouais. siècle. Tu es au State, tu es propulsé, c'est retour back to the future, comme ils disent. Et tu vois la décadence totale. Tu dis, c'est pas possible. Je peux pas avoir une famille ici. Je Et du voulais, coup, je ça a voulais été être dans un cadre islamique, quoi. ça marche. Quelle était la prochaine étape du coup? Tu es parti où? Donc voilà, dès que j'ai vendu ma boîte, je suis parti vite fait, en France, voir, mes parents, et l'Algérie, tout de suite en Algérie. L'Algérie, je suis resté quelques mois, machallah. Ça m'a vraiment ressourcé. Tu es dans les montagnes, tout s'arrête et là, tu vois que la vraie vie, c'est ça, tu vois? C'est, la mer bleue, les montagnes, la simplicité, tu vois? Tout ça, le goût le goût des saisons, le goût du naturel, toutes les marchandises, tous les produits sentent le terroir, tu vois quoi? Ouais. C'est plus des œufs, ou c'est pas de la viande, modifiée ou je sais pas quoi, tout ce qu'ils nous ont fait bouffer aux States, c'était incroyable et donc en fait, tu arrives dans le naturel et après comme je suis tempérament, je peux pas rester à rien faire. Il y avait pas assez de choses à faire en Algérie pour moi à l'époque, donc je suis parti à Dubaï et à Dubaï en 2001, 2003, 2004, il y avait rien du tout. Tout commençait en fait, il y avait beaucoup de choses qui commençaient. OK. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait à Dubaï? Tu as lancé un nouveau projet? Ouais, à Dubaï, en fin de compte, ça m'a permis déjà, bon, il y avait un système bancaire bien établi, donc ça me permettait déjà de pouvoir investir, amener un peu d'argent des États-Unis. Et je devais normalement commencer des coffee shops là-bas avec des partenaires émiratiens, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Donc, j'ai passé un peu de temps en Asie du Sud-Est, en Malaisie, en Indonésie, tout ça. Et là, j'ai Mmh. commencé à découvrir un peu les produits halal, surtout made in Malaysia. Et donc, j'ai eu une opportunité, en fait, de ramener des produits d'Asie du Sud-Est, en métropole, en France. Pendant la vache folle, il y avait toutes ces, tu sais, les la gélatine porcine qui rentrait dans Ouais. les produits, c'était devenu la loi, en fait. Il fallait interdire la gélatine de bœuf à cause de la vache folle et donc ils ont changé tout type de produit avec la gélatine de porc et donc moi, j'ai trouvé une opportunité, j'aime bien toujours rentrer dans des grises ou nouvelles, tu vois quoi? C'était interdit même de ramener des produits avec des gélatines de bœuf. Subhanallah. Donc il fallait les modifier à l'étranger, il fallait que la gélatine soit pakistanaise ou indonésienne et tout ça et donc on a commencé à ramener des produits, voilà, à base de gélatine de bœuf et on a commencé à vendre tout ça en France avec des distributeurs et tout ça. La compagnie, elle a bien marché et on a été racheté par un gars local qui a continué la distribution sur place, pour que je puisse revenir sur Dubaï et me concentrer sur Dubaï. Question qui me vient juste à l'esprit, Moradlak. On sort un peu du parcours. Tu as pensé au mentorat en entrepreneuriat parce que tu as quand même beaucoup d'expérience, tu as des réussites. Je suis persuadé que tu as des échecs aussi, même si tu en as pas parlé, si tu veux en parler avec grand plaisir, parce que c'est difficile d'avoir ta seniorité sans échec, on en a tous. Et tu as pensé au mentorat parce que je crois que tu peux vraiment beaucoup apporter à pas mal de gens, tu vois. Ne serait-ce que sur l'état d'esprit qui consiste à créer et qui consiste à se lancer, tu vois, sans la technique nécessairement. Non, en fait, mentorship, bon, quand tu es entrepreneur, tu avec, tu te crées pas tout seul. C'est l'entrepreneur qui te dit: «Je me suis fait seul», c'est reconnaître Allah, tes capacités, tout ça, tes limitations. Deuxièmement, l'entrepreneur qui excelle pour moi, c'est un entrepreneur qui a un network, qui échange, qui partage. Et qui distribue. Donc en fait, on est toujours dans un learning et on est toujours avec d'autres entrepreneurs et on échange beaucoup. Donc on est toujours en mentorship en fait. On s'entoure des Ouais, meilleurs mentors et on donne beaucoup aussi entre nous. ouais. D'accord? Mais tu vois Les ça les là, entrepreneurs excuse-moi ouais. Morad, sur ce que tu dis, parce que c'est super important. Ça, c'est pas enseigné à l'école. On l'apprend pas, tu vois? Même quand on est ingénieur. L'importance
de se créer un réseau, comment se créer un réseau et tout ceci, tu vois, quand tu grandis en France, dans le système éducationnel français, on crée pas des entrepreneurs, tu vois, de ce point de vue-là. Encore une fois, si on C'était revient une remarque, hein. C'était une rem pas une si on critique, revient c'est une dans le remarque, modèle tu vois? français, ça veut dire qu'en fait, l'argent en France, celui qui fait de l'argent, c'est presque haram. Donc, on va le critiquer. Pourquoi il a de l'argent? Pourquoi il a entrepris? Pourquoi il est meilleur? Pourquoi il a 10 fois mon salaire? Donc déjà, si tu pars de ça, l'entrepreneur, je veux dire, c'est peut-être nouveau, peut-être chez vous maintenant, que ça commence à être glorifié, plus ou moins. Mais moi, à l'époque, c'était on nous déteste. Pourquoi t'es patron? Quand je venais en France, j'embauchais presque, c'est à peine si je me faisais pas gifler par les employés. C'était incroyable. Et moi, j'arrivais même pas à supporter ça. C'était incroyable. C'était une hagra de l'employé, pas du. T'as honte d'être patron. C'est ingérable, ingérable la France pour ça. Et donc, non, donc je vais partir de là, je pars du cadre français. Dans l'entrepreneurship, en fait, les gens, heu, si tu as honte de tes lacunes et de tes problèmes, tu peux pas être dans l'entrepreneurship. En fait, moi, ce qui me fait, évoluer et réussir plus ou moins, j'ai pas honte de demander, I need help. Et souvent, les gens, ils ont honte de dire: «J'ai besoin d'aide». Et donc moi, la première chose que je fais à chaque fois que j'entreprends quelque chose, je vais chercher vraiment tous les gens possibles sur LinkedIn, physiquement ou par, relation, dire: «Tiens, j'ai besoin d'aide dans ce domaine-là». Mmh. Et je vais à la demande de l'aide et aussi je renvoie l'ascenseur aussi à ceux qui me disent: «J'ai besoin d'aide». Et c'est comme ça que tu reconnais les bons entrepreneurs. C'est ceux qui disent: «Je ne sais rien, j'ai besoin d'apprendre et j'ai besoin d'aide». Et comme tu as si bien dit, en fait, tu casses la figure, tout le temps, en fait, dans l'entrepreneurship. Il y a pas overnight success, ça n'existe pas. On essaye de nous vendre ce rêve où, voilà, tu as vu le gars, bah, tu vois que la finalité. Mais le gars qui a plus d'argent pour payer l'école de ses enfants, c'est moi. Le gars qui a plus d'argent pour payer, son loyer, c'est moi. Le gars qui a plus d'argent pour, payer ses employés, c'est moi. Et toi, tous ces trucs-là, c'est des choses qui sont là, qui sont du vécu. Et C'est clair. avec ces difficultés, tu commences à avoir, comme on dit, thick skin, ça te fait plus mal, en fin de compte. Et ce que j'aime bien dire aux entrepreneurs ou aux gens qui veulent entreprendre, Heu, en fait, l'entrepreneur, c'est comme un boxeur qui est dans le ring. En fait, le boxeur, il est dans le business of pain. Il dit: «Je fais ce métier-là parce que je veux le faire et je sais à quoi m'attendre. Je vais en prendre plein la figure». Et le Ouais, chaos, il est là. Il est inévitable. Même chez les meilleurs, le chaos va venir. Mais un boxeur, en fin de compte, moi, des fois, je me dis: «Est-ce que le chaos d'un professionnel de la boxe est mieux que le chaos, d'un entrepreneur?» En fait, le chaos, j'aime bien les comparer. Un chaos physique, ça dure 10 secondes. Après, tu reprends vite fait, tu vois, sur toi. Ça va peut-être prendre une semaine ou même 10 jours. Mais le chaos physique, il est récupérable et après tu es low et tu reviens un peu comme, Mohamed Ali, tu vois? Mais dans l'entrepreneurship, c'est un chaos différent. C'est un chaos qui peut durer 1 an, 2 ans. Tu imagines que tu es dans cet esprit de numbness, je veux dire, de chaos qui peut durer 1 année. Et ça, en ouais, fait, peu de gens le voient. Peu de gens le voient et tout ça. Donc il faut vraiment être solide là. Je veux dire même plus solide qu'un un champion de boxe sur un ring qui va s'en prendre. Donc tu vas te prendre des coups et faut accepter et il faut être patient. Après tu as les haters, tu as tout, tu ça tu peux pas, tu dois continuer, tu peux pas regarder. Si en plus de ça, dans ton chaos de l'année complète, tu as un minable qui t'envoie un message, qui a jamais compris, qui est jamais sorti de son trou là, quoi, qui a jamais créé quoi que ce soit et qui va t'envoyer un message bidon. Et moi je dis à des entrepreneurs: «Ne regardez pas ces haters», tu vois? Bougez. Parce qu'après, tu imagines, tu es en train de parler à un gars qui a tout laissé pour l'entrepreneuriat, même s'il fait un truc bidon, mais on s'en fout. Il va sortir o vainqueur de ce qui perd ou qui gagne, il est vainqueur. Cherche pas à comprendre. Toi, tu es ouais, je suis derrière d'accord. ton écran, le hamar là, qui est derrière l'écran et il voit l'entrepreneur et qui commence à mettre des commentaires. Et le mec, il a jamais rien foutu de sa vie. Fermez-la, s'il vous plaît. Dites kalimat taïba ou écrasez-vous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut.
faire attention parce que il y a des entrepreneurs et je vous partage des vraies histoires, hein. Il y a des entrepreneurs non musulmans que je connais qui sont au bord du suicide des fois dans leur pour parce que c'est des amoureux de leur business, ils veulent pas se voiler la face, ils veulent pas perdre la face et Ouais. tu des cas psychologiques. Le gars, il est en pleine nuit, il t'appelle, il me dit: «Mourad, j'ai besoin d'un coup de main, ça y est, c'est la dernière je peux I cannot face people» et tu prends des coups de fil comme ça. Donc faites attention quand vous avez voyez des messages comme ça de bully là: «Ton produit, il est nul» ou bien, tatati tatata. C'est des fois, vous pouvez jouer avec de la vie et la mort, surtout les musulmans, attention. C'est clair et franchement, on s'en rend pas compte, mais ça peut avoir un impact, Bien hein. sûr. Tu sais, tu as dit que faut faire attention à Ether et garder de la distance. Je crois que quand tu entreprends aussi, tu as pas nécessairement besoin de crier haut et fort ce que tu fais, tu vois? Tu peux garder pour toi ce qui te tient à cœur, et même, tu vois, te lancer sans nécessairement parler de tout de ce que tu fais à tout le monde, tu vois? Même à tes proches. Tu Parce as pas qu'après besoin, tout tu peux ouais, ouais, vas-y. parce qu'après tout ça te regarde, quoi, donc mais on va revenir sur toi, parce que j'adore partager mon point de vue, mais c'est toi qui importe ici dans le podcast. Ouais. Alors, tu étais à Dubaï, du coup, tu as lancé, ou tu as essayé plutôt de lancer un deuxième coffee shop, mais ça a pas fonctionné. Tu as Non, non, été dans la j'ai pas lancé, j'ai carrément tu je pas voulais pas lancé, faire oui, de coffee shop. ça marche et du coup, tu as été dans la distribution de solutions, même en France et cette boîte a été rachetée, tu dis? En fait, voilà, j'ai on a vraiment, cartonné, hein. On ramenait des produits de l'étranger, à Ouais. labellisés halal, et on a commencé, voilà, à faire du porte-à-porte, hein, à vendre comme ça, ce qui avait de bien, c'était qu'on vendait à notre communauté, les supérettes, tenues par les maghrébins et tout ça, un peu partout. Et voilà, et à un moment donné, même les plus gros, ils commençaient à voir qu'on prenait un peu de marché, surtout dans les bonbons gélifiés, halal, dans tout ce qui était, tu sais, il y avait à l'époque, il y avait les couscous dari, les harissa qui venaient de Tunisie et tout ça. Donc on avait commencé à travailler avec tous ces gens-là, on va dire, le thé sultan et tout ça, qu'ils avaient commencé à faire des rayons halal, en fait, dans les grandes surfaces, et c'était un peu ça. Les premiers rayons halal, on a participé à cet effort. Voilà, avec ma boîte qui s'appelait Goumoz, on faisait du bonbon halal gélifié. Donc j'ai revendu ça à un grossiste et je suis reparti sur Dubaï, et là j'ai réalisé qu'en fait, tu pars du F&B à la manufacture, et éventuellement, en fin de compte, je me suis dit: «Peut-être dans la manufacture, tu sais, tu peux scaler un peu plus rapide». Mais en fait, compte, tu réalises qu'il y a 4 murs et qu'en fait, tu es limité par encore un endroit physique. Et la seule chose où tu peux vraiment cartonner, et avoir aucune limite, c'est le digital. Et là, j'ai lancé on va dire le bon coin du Middle East, on va dire, une marketplace qui fait achat-vente avec des intégrations de paiement, livraison et tout ça, en 2013. Plusieurs Ouais. secteurs différents en plus. Tu pas peur de l'aventure, toi? Non, ben là, c'était catastrophique, hein, parce que Ah dans ouais? les parce que dans les autres business, tu fais de l'argent. Quand tu rentres dans le digital, les gens, ce qu'ils savent pas, c'est que tu fais pas d'argent. Tu brûles de l'argent. Parce que tu dois scaler, tu dois aller très rapidement. Donc, c'était dur parce que, bon, j'avais déjà un certain âge, à peu près 35, 37, tu vois? Et la première chose, en fait, quand tu veux lancer un start-up à l'époque, en 2010-12, à Dubaï, j'avais Google, Startup Founder Description, tu vois? Et en fait de compte, je vois, tu dois être jeune, blanc et riche. C'était tout l'opposé de moi. Je suis ni jeune, ni blanc, ni riche. Donc, c'était ça un peu le profil, le Zuckerberg, tu vois? Et donc en fait de compte, j'ai commencé voilà, le network. Je connaissais des potes de la Silicon Valley. Je voulais développer un petit peu ma plateforme, donc j'avais besoin de développeurs. Les apps venaient de se créer. Il y avait le BlackBerry qui venait de sortir, et après le BlackBerry, il y a eu Apple One, le iPhone One, tu vois? Mmh. Donc c'était tout nouveau. Donc on était les premiers dans le App Store, on va dire. Donc j'ai dû tout apprendre. C'était vraiment, et là encore une fois, si t'es pas humble et si tu frappes pas à toutes les portes pour apprendre, là, c'est ça y est, tu mort, tu vois? Donc j'ai dû parler à tous les jeunes qui créent des startups, définir, j'ai dû faire un petit roadshow à Dubaï, parler avec les meilleures startups, Karim à l'époque, Fetcher, Moms World,
Voilà, on était un peu cette caste de fondateurs où on s'est beaucoup aidés et à l'époque, il y avait pas de venture capital. Il y avait que 2 ventures. Il y avait Wanda Capital, Bico. Bico, c'était même pas un venture capitalist, c'était, family office. Il y avait MEVP qui venait de démarrer. Donc voilà, il y avait que des angels qui pouvaient nous aider en fait à lever des fonds pour créer, un produit digital qui explose overnight, tu vois? Et c'était ça l'intérêt. Donc tu pouvais que grossir tout de suite qu'avec l'apport de gros capitaux. Et donc comme moi je fitais pas le profil en plus de ça, parce que j'étais ni un ex McKinsey comme la plupart des fondateurs ou un ex, Stanford. C'est pour Ouais. ça que je dis le network il est là. Si tu as ex Stanford, tu lances une start-up, bon, tu as déjà 1 million de dollars sur ton compte. Ou si tu es un ex McKinsey. Donc ma tronche, moi, elle plaisait pas. Ni McKinsey, ni Stanford, ni Wello. Donc on me fermait les portes. Donc il fallait prouver. Et c'est pour ça qu'après, quand tu as réussi une exit dans la startup et que tu pas un Stanford ou McKinsey, ils viennent, ils te disent waouh, tu vois. Et c'était très très challenging, frère. J'imagine, j'imagine. Ça a dû quand même être formateur aussi pour ce que tu fais aujourd'hui, The Life DAO. Très formateur. Ouais. Bah en fait, pour rebondir, pour vraiment avoir ces marques et avoir ces marques de respect, bon, entre nous, les entrepreneurs, on a nos marques de respect. On sait qui on est. On a les moments de galère, les moments de levée de fonds, les échanges d'angels, les échanges de ceci, toutes les nuits à discuter de pivot, pivot, pivot until you get the product market fit. Tu vois, en fait, tu es toujours dans l'évolution, tu es toujours dans le testing. Ouais. Jusqu'à temps que ton produit, explose, tu vois? Naturellement. Donc c'est vrai que forcément, je voulais pas recommencer, tu vois? Après avoir 8 ans de guerre, parce que c'est vraiment une machine de guerre, quand tu es dans la start-up. Les gens, ils se disent: «Je vais me lever le matin, heu, je vais aller prendre mon café». Non, 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 c'est très, très dur. Si tu es pas prêt, au roller coaster, j'ai fait pas mal d'articles, hein, sur Entrepreneur Magazine qui parlent de cette vie-là. Si t'es pas prêt, habibi, voilà, va traire des vaches, des chèvres, reste tranquille, tu vois? Il faut vraiment en vouloir, quoi. Et 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 donc en fin de compte, je me suis dit, après avoir vendu ma boîte, qui a été rachetée par le groupe IKEA d'Arabie Saoudite, j'ai j'ai dit: «Khalas, alhamdoulilah, laissez-moi tranquille, j'ai plus envie de rien faire», tu vois? Il me faut parce que tu es burned out, tu es brûlé parce que Bah, tu es là 24/24 à construire ta boîte. Tu drink, you think, tu manges, tu penses qu'à grossir, grossir ton business et de faire, une exit, valable ou de garder si tu veux, mais bon, nous on a eu une exit et donc quand tu sors de là, tu dis: «Khalass, je veux plus entendre parler de ça pendant un moment», tu vois? Heu, c'est comme un athlète de haut niveau en fin de compte, tu es vraiment sous pression 24/24, tu vois? Et donc voilà et là, en fait, quand tu es avec les 1%, j'aime bien dire, c'est vrai, ça c'était un truc qui m'excitait quand même, ve venant d'une fêlure éducationnelle. Être avec les plus intelligents de la planète, c'est motivant. Ça veut pas dire que je 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 manageais la salle, mais tu es ouais. entouré des meilleurs, des esprits les plus, on va dire, quote unquote, super smart, tu vois quoi? Mais ce qui faisait marrer, c'était qu'avec mon bagou et ma simplicité, de ammé, ben, en fait, quand ces gens, c'était des fois, je me disais: «Mais pourquoi tu es à Stanford?» Tu vois? Tu perds ton temps dans la salle, tu as rien compris et c'était ça. C'est-à-dire qu'on rigolait et il y avait même des mecs qui me disaient: «Mourad, tu as 2 Stanford graduates». Mais ouais, si tu es passé par une start-up, tu es au mati tu au tu as 2 PhD d'un seul coup, en fin de compte. Rien que le fait de l'avoir fait, même si tu t'es planté, tu t'en sors 10x, 10 fois plus grand, tu vois? Mais ça, c'est C'est pas un certain. problème. Quiconque sait très sérieusement un projet dans l'entrepreneuriat, ça le sait et le pertinemment. C'est pour ça que c'est tellement formateur. C'est qui tout double, c'est très difficile et tu as pris la métaphore du boxeur et cetera, mais en même temps, c'est super formateur, quoi. Parce que quand tu démarres, tu as tout à apprendre par toi-même littéralement. Tu peux compter parfois que sur toi et tu dois chercher les solutions comme tu l'as évoqué et du En coup, fait, toi qui le plus important, c'est de pas avoir de backdoor, pas avoir 2, pardon? d'accord? De Tu sais, comme tu sais les codes, quand tu codes dans la tech,
il y a toujours des backdoors, des portes de sortie. Ah, backdoor, OK, oui, oui. Oui, Ouais. En fait, moi, ce que je dis tout le temps, déjà, il faut être passionné par ce que tu vas faire. Parce que si tu n'es pas poussé par ta passion et ta vision, à chaque étape, à chaque difficulté, tu vas vouloir abandonner. c'est Ça, sûr. c'est sûr. Déjà, il y a ça. Deuxièmement, il faut pas qu'il y ait une porte de secours. Dire: «Bon, je fais ça, mais si je me plante, t'inquiète, j'ai un plan B, j'ai un boulot». Il y a pas de plan B. Si tu as ce plan B, ben voilà, tu vas encore sortir. Mon père, il va m'aider ou si je fais pas ça, je vais reprendre un boulot chez McKinsey, je vais faire ceci ou ceci, cela. En fait, si tu as des portes de sortie où je suis à l'aise, je vais pouvoir lancer ma boîte, mais si c'est dur, je vais pouvoir, trouver un autre boulot. Quand tu as ce genre de sortie-là, c'est voilà, Ça marche pas. tu Mmh. abandonnes très rapidement et tu vas pas au bout du marathon, en fait, quoi. Tu vas abandonner avant et c'est ce qui se passe souvent. C'est pour ça qu'il y a 95 de failure dans les startups et donc pour en revenir ouais, c'est ça, il faut aimer the pain. Tu dois aimer la difficulté. C'est ça qui est et aimer, être passionné par les challenges qui vont vraiment changer le monde et en fait, quand à chaque fois que à ma petite échelle, bah, à chaque fois, je ramenais une valeur ajoutée qui changeait, le monde. En Par exemple, même mon catering business, je faisais en sorte que les gamins, ils mangeaient meilleur, à un prix plus abordable et en plus j'étais halal et mon café shop, il était halal et j'avais des gars qui venaient, qui faisaient 1 heure de route pour venir manger du halal chez moi. Donc je changeais le monde à ma manière. Je voulais que les gens consomment halal. Quand j'ai fait, je veux dire le manufacturing business, c'était pareil. Je Ouais, voulais vraiment ramener, quelque chose de bon pour ma communauté. Le halal encore une fois, tu vois? Et c'était toujours la DNA. J'avais pas besoin de justifier. Pour la marketplace, pareil. Le challenge, c'était quoi? Je vais te donner un exemple. Les sœurs qui habitaient aux Émirats, ils vendaient jamais leurs produits. C'était le frère qui vendait leurs produits. Ils vendaient leur mmh. voiture, ils vendaient leur sac à main. Quand c'est le frère qui vend, bah, il garde l'argent. Et donc, en fait, il fallait créer une plateforme où les femmes pouvaient aller vendre leurs objets dans toute, l'intimité possible. C'est-à-dire qu'on avait créé un WhatsApp intégré. On donnait pas Ouais, ton numéro de téléphone, tu pouvais mettre un avatar et tu avais pas besoin de rencontrer la personne pour vendre ton téléphone, ton laptop ou ton sac. Une fois que la personne payait, on délivrait sur place. Donc il y avait aucun contact, aucune vue, rien du tout et c'est ça qui a fait que, encore une fois, c'était visionary. Tu vois? Je voulais aider cette population à pouvoir avoir accès à des fonds. Deuxièmement, c'était un moyen de créer des micro-emplois et les gens, en fait, ont utilisé ma plateforme un peu comme Alibaba, où ils trouvaient des produits, ils arrivaient à arriver. Et donc, j'avais des commentaires: «You change my life, j'ai un income, je travaille à la maison, je fais ça, je revends ça». Donc encore une fois, la vision de élever, les gens through technologie et through, et les plateformes qu'on crée. Et c'est vrai que subhanallah, on a eu des sœurs qui payaient leur loyer, qui payaient l'électricité, qui arrivaient à faire ça. Et après, on avait un impact aussi. On aidait les charités, les donateurs de leurs électroniques, en fin de compte, laptop, téléphone et tout ça. On a travaillé avec des grands groupes, on récupérait les électroniques, on enlevait les datas et on en vendait ça dans notre plateforme. Donc ça donnait la chance à un low income, une personne qui avait pas trop de moyens de s'acheter un laptop pour aller à l'école et en fait, les bénéfices de cette vente sur notre plateforme, 50 allaient à une œuvre charitable. Il y avait toujours cette mission de faire de faire un impact. C'est-à-dire que si tu es pas, PPP, People, Planet, Product, moi ça me fait pas kiffer, tu vois? Ça me si c'est, just to make money, ça m'intéresse pas. Il faut vraiment qu'il y ait un 3 P, tu vois? PPP Ouais et puis en qui tant me que motive. croyant, moi je suis persuadé que c'est comme ça qu'on a de la baraka dans un projet aussi. Ah, exactement, ça c'est ton associé, c'est Allah. Ça, c'est sûr et certain. Ça, no need to say. Ça, c'est definitely. Tu dois. Et c'est ça qui te, bon, pour ma part à moi, c'est ça qui me tient en fait grounded, qui me tient sur les deux pieds sur le sol. Parce que bien sûr, tu le fais en accordance avec ce qu'Allah a décrété, les bienfaits, tout ça. Ça veut pas dire que tu attaches pas ton chameau
et que tu travailles pas dur pour ça, tu dois faire les asbab et travailler beaucoup plus dur, mais en même temps, c'est lui qui donne, hein, C'est tu clair. vois? Alors, t'as pas souhaité te reposer très longtemps vu que tu as lancé quelque chose d'autre après le rachat de la boîte, non? On va en parler là, du En coup. fait, ce qui s'est ouais, c'était marrant parce que, en fait, quand j'étais en transition d'achat et de revendre la boîte, heu, j'ai eu du temps quand même j'ai eu le temps de la réflexion et donc j'attendais que les gars me payaient en fin de compte parce qu'ils me payaient, ils rachetaient la boîte donc on devait attendre le contrat, de finalité. Après tu dois faire normalement rester 12 mois pour une passation de compagnie. Comme j'étais bien avec tous les repreneurs, le patron d'IKEA local, le patron de, Cartelo qui reprenait la boîte, je me suis excusé au bout de 6 mois, j'arrivais pas à travailler avec eux. Finalement, encore une fois, j'aime bien, j'ai des visions, j'ai des passions, il y avait des choses qui m'intéressaient pas, même si j'avais un super salaire et tout. Et donc, pendant que le problème que j'ai eu quand on comme dit, quand tu es start-upper, tu es riche on paper, tu es riche sur les papiers. Et là, Ouais. finalement, j'ai un gros problème. Il y a de l'argent qui vient. Comme on sait, l'argent, c'est une amana. Si tu vois, Allah te donne une baraka et te donne de l'argent, il faut savoir le dépenser, le gérer et tout ça. Donc, c'est sur ça que tu vas être jugé, comment tu as gagné ton argent et comment tu l'as dépensé. Et donc, en fin de compte, je regardais un petit peu comment aider des startups, investir et tout ça. Et finalement, j'étais passionné un peu par la blockchain crypto parce que j'ai été exposé en 2014 par ce phénomène, mais j'y croyais pas. Et donc, en fin de compte, quand j'ai lu le white paper et tout ça, j'étais vraiment fasciné. J'ai vu qu'il y avait vraiment un moyen de faire les choses in a sharia compliance way, et j'avais un peu découvert, on va dire, le digital gold, d'accord? Si on peut l'appeler comme ça. Et beyond le bitcoin, parce que je suis pas trop, un Bitcoin maximaliste, d'accord? Parce que je suis plutôt dans la tech. J'aime bien voir qu'est-ce que la tech peut produire. Donc le Bitcoin, ce qui a fait de magnifique, c'est quoi? C'est le way of exchange, une blockchain infaillible qui permet aux gens d'échanger, ben voilà, de l'argent via une blockchain. La blockchain en fait de Bitcoin a été créée que pour le Bitcoin. Après, il y a des gens qui l'utilisent comme un store of value, d'accord? C'est pas un problème. Mais en même temps, moi, je regardais ce modèle vraiment fascinant de pouvoir envoyer un Bitcoin à l'autre bout du monde et et que ce soit réconcilié entre nous et ça n'a jamais été, hacké et c'est infaillible, d'accord? Et donc en fin de compte, je voulais construire quelque chose sur Bitcoin, et dire: «Tiens, pourquoi pas utiliser le Bitcoin, Network et de faire en sorte qu'on puisse créer, des produits financiers islamiques», d'accord? Et ce qui me touchait à cœur, c'était pas seulement des produits, financiers islamiques, mais c'était Heu, plutôt les assurances qui m'avaient motivé, dès le Mmh. départ. Pourquoi les musulmans ne sont pas assurés et pourquoi on n'utilise pas ces technologies modernes de pouvoir créer des assurances, transparentes, mutuelles et vérifiables, on-chain. Et donc créer sur Bitcoin, c'était impossible. Donc le meilleur moyen de créer ce système de communauté, on va dire, c'était d'utiliser la technologie qu'on appelle the DAO, Decentralized Autonomous Organization. Donc, c'est une organisation autonome décentralisée qui permet à une communauté on-chain de pouvoir faire tout type de transactions. Et un type de transaction qui correspond très bien au modèle de mutuelle Takaful, c'est justement cette organisation. Donc, très vite, je me suis entouré des meilleurs, appris des gens parce que j'y connaissais rien à l'assurance. Donc, et c'est une bonne chose. Parce que à chaque fois qu'on ramenait une problématique avec des experts en assurance, ils abandonnaient. Ils disaient: «C'est pas possible, c'est pas possible», et c'est ça, en fait, c'est commencer avec une page blanche, de ramener quelque chose d'innovant et de ramener les gens les plus intelligents dans le domaine et de les challenger jusqu'à temps qu'on dit: «Non, voilà, on a trouvé, c'est ça qu'on va faire». In a nutshell, l'assurance mondiale représente à peu près, ils disent entre 9 à 12 trillions de dollars de revenus par an. Donc c'est une industrie incroyable, l'une des plus grandes au monde. Et nous, les musulmans, on ne fait pas partie de cette industrie parce qu'on n'est pas intéressé, parce que c'est haram, et on le sait. Et de bonne foi, on le sait que c'est pas intéressant pour nous. On va simplement s'assurer ce qui est obligatoire, on va assurer ce qui est obligatoire, voiture et santé. Le reste, on va dire non, ça m'intéresse pas. Et le takaful, l'assurance islamique, en fait, compte, elle représente 0,1% de ce marché.
Donc, il y a une opportunité de dingue. On est la population la plus grosse au monde qui n'est pas assurée ou underinsured et les produits d'assurance Takaful n'existent que en Malaisie ou dans les pays du Golfe. Même en Algérie, au Maroc, Indonésie, ça n'existe pas. C'est vraiment, ça commence à démarrer, on va dire. Et donc voilà, on s'est dit, tiens, on va lancer la première assurance islamique globale basée sur la takaful et tabarruh, la donation protection. Donc très simplement, disons qu'on est une centaine de personnes, on met de l'argent ensemble dans un smart contract vérifiable dans la blockchain et on dit s'il y a une personne qui décède parmi les 100, on donnera un certain pécule à la famille pour pouvoir subvenir à leurs besoins pendant 6 mois, 1 an. Et si, par exemple, il n'y a personne qui est décédé dans les 100 au bout de 5 ans, en fin de compte, cet argent-là qui est posé dans ce sundouk reva aux participants au prorata. Et nous, en tant que protocole, on prend 25% de chaque dollar qui rentre dans le fonds. On l'appelle protocole pour ne pas dire wakala, mais c'est à peu près ça. Donc il y a des gens qui vont dire ouais, mais l'assurance, mon frère, c'est haram, pourquoi tu as fait ça? Tu es un super cool gars avec une grande barbe et tout ça. Pourquoi l'assurance, c'est haram? En fin de compte, non, l'assurance, elle est haram. L'assurance conventionnelle, elle est haram. Totalement. L'assurance vie, même traditionnelle, c'est aussi haram. Mais si tu fais un fonds basé sur le tabarrua, la donation et le support et l'entraide, et tu enlèves le harar, la certitude, le riba, l'intérêt et le messir, le gambling, eh ben, en fin de compte, tu as un produit qui est halal. Et c'est ça Je qu'on a vois. fait. Je vais peut-être poser tes questions ici que certains peut-être ont à l'esprit et qui nous regardent, certains ou certaines. Ouais. Est-ce que tu as fait vérifier ton projet par des instances islamiques ou alors des acteurs islamiques qui ont passé tout ça sous le crible sous le prisme de la finance islamique et de ce qui est conforme à la charia? Bien sûr. Donc déjà, dans un premier temps, avant de commencer toute œuvre, tu dois aller voir les mashaïkh locales et tout ça. Donc déjà, pour ma part, on a un double problème. C'est l'assurance et la crypto. Donc la crypto, c'est haram avec beaucoup de gens. Beaucoup de personnes vont dire, ouais, c'est haram, pourquoi tu touches la crypto? Dans un premier temps, pour moi, la crypto, si c'est de la blockchain et c'est une technologie, je regarde une technologie, elle est halal de base. Une voiture, c'est un élément halal. Si tu écrases des gens avec une voiture, ben, ça fait pas de la voiture un produit haram. Si tu utilises un couteau pour cuisiner, ou la même chose. Donc chaque outil va définir l'action que tu vas faire avec. Donc la blockchain, elle est pure, c'est une technologie. Donc il y a rien de haram. Maintenant, si tu veux jouer au casino et acheter des tokens, c'est différent. Si toi, tu veux bêter sur des tokens, c'est différent. D'accord? Et s'il y a une blockchain qui est un token, eh ben, ça va pas négater, on va dire, annuler le bienfait de cette blockchain. Après, le Mmh. token, il peut monter, descendre, ça c'est autre chose. Et nous, on n'est pas dans le gambling. On est dans l'utilisation de ces blockchains. Et donc, en fin de compte, heu, plus on avance, plus on voit qu'en fin de compte, il y a une valeur. Donc il y a des challenges, des gens se disent: «Ouais, le token, la crypto, nanana». Bah, ça dépend de ce que tu touches. Si tu touches à un meme coin ou un token qui a aucune utilité et qui sert à rien, je suis d'accord avec toi. Ne le touche pas. Et il y a énormément de crypto haram. Ne le touchez pas. Mais il y a énormément de crypto et de blockchain halal. Donc déjà, il faut définir ça. Tu vois? Après nous, qu'est-ce qu'on a fait? Avant d'aller même se lancer dans les takaful, les tabarruch donations et d'assurance, on a été voir les savants locaux qui avec qui on a échangé énormément. Le board de Raja'i Takaful, dans notre board, on a l'un des pionniers de la takaful, à Dubaï, Hani. On a un expert, un docteur pas un docteur, mais un moufti dans la blockchain crypto et dans le fiqh al-mu'amala. Et nous, on a dissocié 2 choses. Quelle crypto est halal et envisageable, d'accord? Et quels sont les standards pour créer un produit takaful? Et nous, ce qu'il y a de bien, c'est que tout est open book, c'est-à-dire que notre white paper, il est en ligne, au vu et su de tout le monde. Notre Sharia board, il est en ligne, au vu et su de tous, d'accord? Et pour amener de la transparence et tout ça, en fin de compte,
Le Takaful qu'on utilise, c'est le standard IOFI 26. Donc on ne sort pas de ce cadre. On ne sort pas du cadre du IOFI Takaful 26. IOFI standard 26. Donc, dans ce projet maintenant d'assurance Jam'iyya Takaful, celui qui a un problème avec ce qu'on fait, il doit se référer au IOFI standard 26. D'accord? Si il va au IOFI, il va voir que tout est clair, alhamdoulilah. Maintenant, faire des fatwa shopping, aller voir la mosquée de Lyon, aller voir le Cheikh Foulen, le Cheikh Foulen, le Cheikh Foulen pour faire des tampons, c'est pas vraiment ce qu'on est intéressé à faire. Et on a challengé pas mal de scholars, de gens qui sont venus nous voir, qui ont dit tiens, j'aimerais bien en savoir plus. Je dis frère, prends le white paper, prends le Sharia board, reviens vers nous si tu as des problèmes. Mais de là à payer $5 000 par tampon, une semaine plus tard, aujourd'hui, je peux être Sharia compliance, faire un tampon, et une semaine plus tard, ne pas l'être. C'est pas l'intérêt. Voilà. Et il n'y a pas d'unification. Nous, c'est référé au standard IOFI 26. Et pour le moment, Ouais. on ne veut pas. Moi, je vous dis des trucs qui me font marrer. Aux États-Unis, il fallait même trouver un cheikh qui s'appelait Joe. Je sais pas quoi. Je dis, tu vous déconnez ou quoi? Donc, chaque pays va me dire, Morad fait un tampon. Et le pire, c'est ces frères-là, bon, la Zidlhom, hein, si c'est leur fonds de commerce, c'est bien. Mais payer 5 000 à 10 000 $ juste pour avoir un tampon, non, c'est pas notre truc. Et souvent, subhanallah, c'est pas pour critiquer, j'ai souvent vu des tampons et malheureusement, derrière, c'est catastrophique. Donc voilà. Donc, on n'est pas dans cet esprit-là. Après, si on va aller dans les détails, il y a des jeunes qui viennent me voir, qui me disent, voilà, j'ai telle ou telle question. Ils vont voir un cheikh généraliste. Bon, déjà, quand ils rentrent dans le IOFI standard 26, ben, il doit bagarrer avec 200 savants. Parce que bon, c'est le comité IOFI, vas-y, il y a peut-être plus que 200 savants. Donc, si ça a été Jama' les savants, il faut aller les voir eux, il ne faut pas nous voir nous. Mais s'il a même un doute sur le produit, eh ben, il peut aller voir un cheikh. Et nous, on leur dit attention. Si tu vas voir un cheikh traditionnel, il n'y a pas forcément les outils pour répondre à ce que l'IOFI 26 va lui donner. Ouais, Donc faut être souvent, le formé, faut cheikh, connaître. si le cheikh, il est déjà si c'est un cheikh, machallah, qui est dans le cadre de l'ilm et tout ça, il va tout de suite humblement dire pourquoi tu viens me voir? Ils ont suivi, c'est des musulmans, ils ont un IOFI 26 et ils ont un board de musulmans et c'est géré par des musulmans. Il va lui dire Talbah, viens pas parler. Il va dire au gars, viens pas nous faire. Il va l'envoyer bouler. Mais s'il va voir un cheikh qui est dans le fiqh al-mu'amala, et qui a la compréhension, bien sûr, le cheikh avec. Ils sont très très bien, ils vont vérifier, ils vont voir. J'ai eu des coups de fil, j'ai eu des gens, des super calls avec des gens magnifiques qui nous regardent maintenant comme le futur de l'assurance islamique globale. Et c'est plus Zama, une idée ou c'est plus un produit comme ça. Non, c'est un produit qui a changé les boundaries du produit Takaful et qui vient Mmh. donner une valeur énorme à la communauté. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai parlé un peu de notre produit, mais maintenant, je vais parler de la vérification et le trust factor. C'est-à-dire, faut pas faire confiance à Morad, faut pas faire confiance à sa femme qui est aussi CEO ou à Takadao ou à Lindao. Il faut faire confiance à la blockchain. Et moi, c'était la plus grande peur pour moi, c'était comment je me dégage de l'amana que je suis en train de faire et de ne pas être un single point of failure. C'est-à-dire, si vous me donnez l'argent à moi, je suis un être humain, je peux craquer. D'accord? Mais si l'argent est mis dans un sundouk, dans un contrat intelligent, géré par la blockchain, tu vas avoir directement tout on-chain. C'est-à-dire que tu as un audit constant. J'appelle Ouais. ça une Mais open ledger. alors, tu sais, ce dont tu parles ici, notre communauté, elle est pas forcément la plus à l'aise sur tous ces sujets ou en avance. Qu'est-ce que Ouais. tu dirais à ceux qui sont vraiment sceptiques et qui connaissent pas tout ça? Et je suis persuadé que la majorité, c'est le cas de la majorité. Quel message est-ce que tu pourrais faire passer? Et 2, penses-tu pas que le succès de ton projet est aussi fonction de l'éducation de ton audience qui doit être informée sur ces sujets pour en savoir plus afin d'aller de l'avant et te rejoindre? Tout à fait d'accord avec toi. Déjà, on a eu un gros handicap,
c'est que bon, pendant des années, la crypto c'est haram, ne touchez pas, c'est comme si on nous dirait internet ou la télévision, tout ça c'est haram. Donc on a un gros handicap et donc j'ai encore beaucoup malheureusement de frères qui m'envoient 4 heures de vidéos YouTube sans me dire à la minute où je dois m'arrêter, avec un cheikh qui a dit: «C'était haram». Je lui dis: «S'il te plaît, au moins donne-moi la minute où je dois m'arrêter, où il a dit que c'était haram». Donc voilà un peu le genre de commentaires que tu vas avoir. Tu as pas une communauté qui va aller faire un travail intellectuel, d'aller rechercher, de lire le white paper, de revenir avec des questions. Carrément, ils me demandent à moi: «Écris-moi les questions que je dois écrire au cheikh». Quand on part comme ça, c'est j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais nous, on a construit quelque chose pour la communauté, voilà, des upper middle class, d'accord, qui cherchent déjà à rentrer, parce que là, je vais vous parler un peu de la finance, la DeFi, la finance islamique, et qu'est-ce qui est intéressant? Donc, tu as l'assurance qu'on est en train de créer, mais on est en train de créer quelque chose encore plus gros et plus qui embrasse beaucoup plus la communauté, c'est la gestion centrale et la gestion et la finance dans la blockchain. On a créé en fin de compte une no bank, enfin une plateforme qui est une banque, mais qui n'est pas une banque en fait, qui est décentralisée, où tous les membres peuvent devenir membres de cette banque et donc avoir une part du gâteau dans cette banque. Et cette banque, comme elle est décentralisée, tu as l'ownership de ton argent. Donc, bien sûr, on utilise la blockchain, des contrats intelligents et bien sûr un wallet décentralisé. Et pourquoi c'est important? C'est parce que avec l'émergence des CBDC, on va dire, des monnaies centralisées digitales, et ben, en fin de compte, il faudra trouver des alternatives à des modèles décentralisés qui vont permettre de mettre de l'argent fiat sur un stablecoin, un US dollar stablecoin, qui va te permettre d'avoir cet argent. Moi, ce que j'aime bien comparer la banque et notre produit avec quelque chose d'intéressant. Quand tu dis j'ai 10 000 $ dans mon compte en banque, d'accord? Ces 10 000 $, la banque en américain ou en anglais te dit the money is under custody. Quand tu entends le mot custody, eh ben en fait, compte, c'est les prisonniers qui sont en custody. Littéralement, ton argent est prisonnier. Mais une custody, quand je dis en américain, I'm in custody, c'est-à-dire que je suis en prison. Et là, subhanallah, ils utilisent le même terme, custody. Et voilà. Donc, ton argent, c'est plus le tien. Donc, déjà, ton argent, toi, en tant que musulman, tu le donnes à une institution qui va faire du haram avec, parce qu'ils vont l'investir dans des choses qui ne t'intéressent pas. Et en Mmh. plus de ça, ils vont te donner de l'intérêt, un retour, du riba, que tu vas même pas pouvoir accepter. Et si tu es obligé de l'accepter, tu vas le donner en sadaka et tout ça. On connaît l'histoire. Et si je vous dis maintenant, peut-être que à part ces 10 000 €, si tu les mettais dans notre no bank, ils vont être dans un compte qui t'appartient à toi, un wallet en non custodial, c'est-à-dire que c'est à toi, ils t'appartiennent. Et ils sont sortis du banking system. Donc tu participes plus au système ribawi dans un premier temps. Dans un deuxième temps, du fait que on a des mécanismes qu'on est en train de créer, comme du yield provisioning, c'est-à-dire qu'on pourra faire travailler ton stablecoin et te donner un retour de 3, 4, 5, peut-être 7%. Imaginons ça. C'est ce qu'on est en train de faire. J'ai pas besoin vraiment d'éduquer les gens dans le domaine de l'assurance ou de la finance. Chaque personne voit midi à sa porte, comme on dit. Si toi, maintenant, quand tu vas à ta banque, on te dit que tu ne peux pas retirer ton argent, ou tu as un problème avec envoyer de l'argent à droite à gauche, à un moment donné, tu dois trouver des alternatives. C'est cette alternative-là qui va te pousser à apprendre. Tu n'as plus le choix de dire, moi, ça m'intéresse pas, c'est quelque chose, c'est peut-être, c'est pas pour moi. Tu as encore 1 an avant de te faire casser la figure par les central banks et en fin de compte, de commencer à avoir de la monnaie programmable avec, comment elle s'appelle, la garde, programmable et périssable. Je vous donne des exemples. Si tu vas manger un peu trop de viande rouge, à un moment donné, tu vas à Carrefour ou quoi, tu achètes un steak, tic, ta carte, elle passe plus. Tu as dépassé le quota. Ben, pour les gros mangeurs de viande comme vous, ben, ça va commencer à vous faire mal. Si vous prenez l'avion un petit peu trop souvent, pareil, taxe carbone, tu es un mauvais consommateur, tu brûles trop d'oxygène, c'est bon. On, te fait un penalty. Donc la monnaie programmable, elle est là pour vous embêter et c'est du réel, c'est plus du truc. Donc il y a une alternative, c'est le decentralized system.
Et ça, ils peuvent pas l'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est basé sur leur monnaie programmable. C'est 2 produits qu'ils doivent lancer en même temps. Mais comme le ammé, il va faire confiance au centre, au central bank, parce qu'il se dit, ouais, mais ça, c'est une banque, c'est l'État et tout ça. Il va se réfugier comme un mouton. Donc, 90% des ammés vont aller quand même dans ce système de monnaie programmable et tu auras peut-être 10% qui va comprendre ce Ouais. modèle décentralisé. Donc, l'urgence, c'est quoi? Si maintenant, nous, on a construit des produits pour une communauté jeune, en fait, quand tu construis de la tech, c'est pour les générations futures. Donc, tu construis pour les jeunes qui comprennent déjà. Tu prends ton fils, tu lui dis, tiens, j'ai un token, il va dire, j'ai acheté une épée dans Minecraft ou ceci, cela. Ils comprennent le token, ils comprennent la crypto, ils comprennent. C'est quelque chose d'inné déjà. Donc, tu as déjà cette clientèle-là. Après, tu as les upper middle class de 20-35 ans. Ils ont déjà eu un Binance account. Ils savent. Donc, tu as encore ce type de clients qui viennent, qui disent c'est bon, mais ils sont dans des systèmes centralisés et ils essaient de comprendre la décentralisation. Pour ceux qui sont plus âgés, le fait que le fiat devient euh, un problème, ça veut dire que ça devient criminalisé, by the way. Hein. Le fiat currency, ça y est, la loi est sortie. Plus de 10 000 Mhm. dollars, tu es un criminel. Ah, Donc, c'est clair. moi, ce que je veux dire, comment, tu sais, quand tu commences à rejoindre la communauté du LiveDAO, tu rentres dans un système éducatif, tu as des petits cours qui t'apprennent, on te prend par la main, on te gère, on te dit voilà ce qu'il faut faire. On a des webinars, on a des sessions éducatives, on te montre comment préserver your wealth, comment te guider. Donc, c'est tout un écosystème. Et on te donne même une Visa carte décentralisée où tu peux faire maintenant des décisions. Et comme je dis, quand tu commences à payer gym, quand tu commences à payer ta membership, bah, tu vas travailler. Donc là, il y a une petite membership, tu nous rejoins, tu vois, et tu apprends. Et c'est comme ça que on arrive à démocratiser, à parler à notre communauté. On a des meet-up un peu partout dans le monde et en France notamment, où on se retrouve avec la communauté tous les 2 mois avec des ambassadeurs. Et c'est comme ça qu'on essaie d'évoluer et de s'émanciper sur ces produits-là. C'est très clair. Donc, si vous voulez vous renseigner sur ce que fait Morad et The Life DAO, je mettrai des liens dans la description. Donc, je vous invite à scroller, à cliquer, à vous renseigner, à lire le contenu qui est présent et pourquoi pas à aller de l'avant. Donc, libre à vous de vous faire votre propre opinion sur tous ces sujets. Si, bah voilà, bah écoute, moi ça m'a fait un plaisir de partager avec toi. J'espère que j'ai été plus ou moins clair sur il y a des termes qui sont pas évidents à comprendre, dans la blockchain crypto. Mais bon, il faut vraiment s'y mettre. Il faut arrêter d'être, à côté de la route, quoi, et de prendre le train en marche, quoi. Plaisir partagé, Mourad. C'est quoi les prochaines étapes pour toi, du coup, maintenant? Dans une semaine, on lance, la No Bank. Donc ce sera une carte, voilà, Ah ouais. décentralisée où vous pourrez avoir du US dollar stablecoin utilisable partout dans le monde. Et on va commencer à avoir quelques produits très intéressants, surtout sur du saving et de l'investissement, dans les domaines, technologiques. Et voilà. Après, il y a énormément de projets qui nous intéressent. Par exemple, c'est la tokenisation des real world assets. C'est-à-dire que le monde, devient de plus en plus tokenisé. Donc, on pourra peut-être avoir, je veux dire, du café, du Kenya qui sera tokenisé, qu'on pourra mettre on-chain. As long as tant que ça peut être tokenisé et qu'on peut le ramener dans notre blockchain et qu'on peut le mettre, à la propriété de tout à chacun, une personne pourra investir 50 €, 10 €, 20 € comme il veut sur du café tokenisé avec des revenus intéressants. Après, tu peux tokeniser de la real estate et tout ça. Donc tous ces produits qui peuvent être, on-chain. On essaye de travailler dessus en ce moment. Et il y a aussi, bien sûr, les assurances. Là, on est pour le moment que dans l'assurance protection, family protection, mais on aura une assurance qui va être assurance rapatriement, essai, qui va aller jusqu'à 10 000 à 20 000 dollars de payout, ce qui est pas mal. En général, ce que vous trouvez en Europe, c'est du 3 000 dollars, 4 000 dollars et vous payez 50 € par an. Là, ça va être beaucoup plus intéressant. Et il y a aussi une assurance euh, qui va être lancé vers mi-deuxième quarter l'année prochaine. Ce sera Emergency Assurance d'urgence pour des opérations d'urgence. Souvent, ce qui se passe, il y a des gens qui doivent se faire opérer d'urgence
et ils n'ont pas les moyens de le faire, donc ils délayent, ils attendent d'avoir l'argent pour le faire, et ça va à l'encontre de leur santé, tout ça. Donc en faisant une Jem'iyya, en fin de compte, autour de ça, on pourra aider nos frères et sœurs à avoir accès à des soins très rapides et avec cette assurance qui est très, très, surtout dans les pays du Sud global et tout ça. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on est en train de travailler. Donc I'm very, very busy avec pas mal de choses, mais alhamdulillah. Ouais. J'espère que hâte de suivre l'évolution de tous ces projets et de voir comment les choses évoluent et qu'Allah facilite ce que tu réalises, t'apporte le maximum de facilité et de bénédiction et si ça peut aider le maximum de musulmans à l'échelle globale, je pense qu'il faudrait plus de mourad, plus d'initiatives, beaucoup plus Oh, Inch'Allah. d'entrepreneurs et Amin. qu'on fasse, qu'on aille vraiment de l'avant, quoi. Allah Donc yajzak bil Mourad, khair. merci, je pense que l'échange était plutôt intéressant. Je sais pas si tu as d'autres points que tu veux évoquer? Je te laisse la parole. Si tu Non, as peut-être un message ou tu recherches des profils en particulier qui t'intéressent, ouais, n'hésite ouais, pas. très bien. Ah, une minute. On a perdu Mourad, il est Désolé, parti. j'avais la lumière j'ai mis un peu de lumière. Alors, bon, en fait, le message est clair, hein. Écoutez, on n'a plus le temps en tant que communauté. Franchement, on perd énormément de temps à discuter et de rien faire. C'est toujours de la hadra. Il y a énormément de choses à faire dans le domaine dans lequel on est. Je pense qu'il faut révolutionner le monde digital. Il est temps d'utiliser la blockchain, la Web3, c'est pas un mythe, c'est quelque chose de réel. Donc, on a besoin de toute notre matière grise au niveau de la Oumma pour construire tous les produits qu'il faut construire autour de ce qu'on est en train de faire ou dans ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est un appel vraiment aux développeurs, aux smart contract builders, blockchain experts, finance islamique décentralisée. Maintenant, il faut aller à fond dedans. Il faut vraiment prendre toutes les ressources de notre communauté. On a une super belle communauté, tu vois. Et c'est ce qu'on est en train de faire un petit peu. Je suis en train de fédérer énormément de choses. C'est vraiment pour laisser une legacy, Sadaka Jalia. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre. On a des frères, machallah, à Stanford, MIT, Singapour University, Canada, en France, la Sorbonne, partout. Et il faut vraiment être des canaliseurs de cette communauté qui veut vraiment changer les choses. Et franchement, dans le domaine technologique, on a les capacités. On est la population la plus jeune au monde, la plus dynamique au monde. Toutes les GAFA, toutes les grosses boîtes, il n'y a que des frères, subhanallah, que des musulmans. Et je reçois chaque fois des emails. J'ai envie de dégager de ce groupe, j'ai envie de faire ça. Des gars de Microsoft, Google, you name it. Et moi, alhamdoulilah, comme je suis un peu partout connecté, de la Silicon Valley jusqu'à New York, je suis un peu partout. Et je vois tout le changement. Maintenant, il faut vraiment canaliser cette matière grise et développer. Tout est à refaire. Je vous donne une chose. On est en train de faire du contenu là pour YouTube. YouTube, c'est centralisé. Il faut vraiment avoir une plateforme décentralisée qui va nous permettre d'avoir notre contenu et ce contenu va nous appartenir. Est-ce que c'est difficile à faire? Pas du tout. C'est une plateforme comme YouTube, mais en chaîne décentralisée. C'est-à-dire qu'Osama, le contenu qu'il a, au lieu de le donner à YouTube et de faire travailler tous ses channels, finalement, ce contenu lui appartient. Et YouTube va pas monétiser. Comme YouTube va prendre 100% de son content et va lui donner 2% ou 5% du trafic. LinkedIn doit être changé. Tout ça peut être décentralisé. Donc, on n'a plus le temps. Il faut faire un peu comme les Chinois ont fait. Les Chinois, ils n'ont pas pris Google et dit on va prendre Google. Hein. Ils ont créé leur propre Google. Ils ont créé leur propre Facebook. Ils ont créé leur propre Alibaba, Amazon. Donc, la communauté, faut vraiment qu'on se réveille. Et moi, alhamdulillah, I'm reachable. Mon network is your network. Parce qu'un network qui est pas partagé, c'est un network qui meurt. Et il faut casser ce truc de dire, tiens, je garde ça. On garde rien. Il faut être open book. Et prenez un peu l'exemple. Sur un peu, je parle, dire ce que j'ai fait moi. Mais moi, tout est en ligne. Le white paper qu'on a fait, on vous le donne. Utilisez-le. On a fait même une patente sur ça. C'est-à-dire qu'il faut être ouvert et travailler ensemble. Et alhamdoulilah, t'as des cadres de partout. Et machallah, on a des cerveaux dans toutes les communautés. Et maintenant, c'est, voilà, fédérer et construire. On n'a plus le temps de regarder et faire des business, des ventes de cookies ou du couscous en ligne. Non, c'est bon. Allons de l'avant, faisons de la vraie tech, des vrais produits qui cassent tout. Et moi, ça me fait franchement un appel.
J'en ai un peu marre d'être dans le Web3 tout seul en tant que musulman. J'en vois pas beaucoup. Et je suis entouré de des gens qui vont révolutionner le monde dans la blockchain Web3 et c'est que des non-musulmans. Chainlink, Arbitrum Foundation, Ethereum Foundation. Je vois pas les musulmans. Faut aller les chercher. Et on va encore Ouais, consommer, voilà. Voilà, on ouais. va encore consommer des produits qui sont créés par des non-musulmans. Voilà, malheureusement. On a, je pense, aussi besoin de sources d'inspiration dans notre communauté, des gens un peu comme toi qui défient les lignes directrices et qui ont un rôle de leadership dans différents secteurs, hein, bien sûr, pour inspirer ce mouvement dont on a besoin. Inch'Allah, je suis pas tout seul, machallah, il y a plein de frères. C'est parce qu'on n'est Bien pas. sûr, Mais voilà, on essaie de fédérer, il y a plein de frères. Encore une fois, faut pas vous limiter. Sky is the limit, tu vois. Et ne mettez-vous pas des barrières, tu vois. Maintenant, il y a des fonds accessibles. Les premiers chèques, même pour l'entrepreneuriat. Souvent, on me dit, ouais, j'ai pas les moyens. Non, il y a des moyens financiers, il y a des moyens de mentorship, il y a des moyens de. Tout est là, tout est à disposition. Donc, faut vraiment un appel que je dis, lancez-vous, lancez vos enfants dans ce domaine. Essayez de faire avoir un impact dans ce milieu-là. Parce que vraiment, on faut pas passer à côté. c'était le mot de la fin. Ouais, Mourad, merci encore. barakallahu fik. Hem, Vu que tu es à l'aise en anglais, si tu j'ai lancé mes réseaux en anglais récemment. Si tu veux, on pourrait même réaliser un podcast en anglais en 2026, inch'Allah, si tu es ouvert. Ouais, Je ouais, sais pas bien si sûr, ça bien te sûr. Ah, ah, ouais, tu es à nickel, l'aise nickel. avec l'anglais, j'imagine. Tu 10 ans aux États-Unis, ça devrait aller. J'ai écorché la langue de Molière là depuis tout à l'heure. Ouais, Je je sais, parle je un petit sais. peu comme à la comme à la Jean-Claude Van Damme, mais bon, malheureusement, Mais des c'est fois quand tu es normal. imprégné par par l'anglais, tu mélanges un peu tout, hein. Ouais, c'est Ouais. clair. Ça me ferait un plaisir, ouais. Bah, bonne chance à toi Merci et Oussama. à la prochaine, inch'Allah.